Bonjour et bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, car aujourd'hui, nous vous amenons voguer vers une nouvelle émission. ICO, embarqué avec des vikings des temps modernes pour une folle traversée de l'Atlantique. Il est l'heure. À l'abordage, moussaillons, et bon voyage en notre compagnie. Gens qui écoutent ce podcast en ce moment, allez sur notre Instagram et vous dites bonjour la loutre. Et c'est la loutre qui vous répondra en direct puisque c'est lui qui gère les réseaux sociaux. Bonsoir Mélodie. Bonjour Diego. Bonsoir Thibaut. Bonsoir les bâtards. Bonjour Guillaume. Bravo, ouais. Incroyable départ avec une chaîne enfin réalisée. C'est bien huilé, c'est bien Au huilé. bout de 9 épisodes. Et d'ailleurs, bienvenue à l'épisode 9 du Bonjour Bonsoir, présenté et réalisé, co-produite par le Diegui Show avec l'impétueux Diego. Bonsoir Diego. Bonsoir Guillaume. Non, bonjour Guillaume. Putain, j'y Diego, arrive vraiment je te prends un peu à part là. Si tu devais être un pirate dans Pirates des Caraïbes, qui serais-tu? pas. Ah, j'en connais pas beaucoup. Mince. Le capitaine, hein, Jack Sparrow, facile. Réponse Ouais, évidente. Tu te mouilles pas trop, mais c'est dommage. Mais Il y en a pas un qui est barbu aussi dans l'histoire? à peu près tous. Barbe noire. Ah non, il y a un qui a des bottes. Tous. Ah, Ah Bill non. Le Bottier. Ouais, Bill Le Bill Le Bottier. Bill Le Bottier, ouais. D'accord, merci Diego en tout cas. Et aujourd'hui, on vous présente du coup le projet avec les bâtards. Salut à vous les gars. Salut, bonjour, bonsoir. Donc encore des invités qui viennent de la Ville Rose, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va vous présenter du coup le concept. Du coup, Diego, est-ce que tu nous introduirais pas à nos invités grâce au Diegipédia? Oui, je vais faire le Digipédia. Alors, les bâtards, c'est le petit Digipédia, c'est une petite intro qu'on fait à chaque début d'émission pour essayer de vous présenter sur un trait humoristique votre projet. Vous me direz si j'ai réussi l'exercice. Alors, ce matin, en me renseignant un peu sur votre projet pour préparer l'émission, plusieurs questionnements me sont venus à l'esprit. Dans un premier temps, sur le site internet, j'ai lu une traversée Toulouse-New York. Là, je me suis dit incroyable, une tournée hommage à Claude Nougaro. On se souvient tous de ce titre Nouga York, qui avait fait un tabac énorme aux victoires de la musique en 1988 et qui par le même temps avait régalé toutes les confiseries de France et de Brooklyn du coup. Puis là j'ai vu que vous étiez une bande de potes qui avait pour projet de traverser l'Atlantique en dracar. En tant que breton je me suis dit il faut forcément que les gars soient du sud pour avoir une idée pareille. Nous on a perdu Eric Tabarly au nord de la mer d'Irlande et eux ils décident d'y aller dans une barque. Et non en fait les gars sont vraiment sérieux, le bateau fait 28 mètres, c'est 90 pieds, on est clairement plus sur le format bicoque. Le projet est dingue et question technique, je pense que tous les Bretons ont hâte d'en savoir plus. Merci à vous les bâtards d'être avec nous aujourd'hui. Très bien. Super. Merci pour l'intro et Nouga York, du coup tu l'as pas inventé, c'est un vrai truc. Félicitations. Ouais, c'est une j'ai fait vraie mes chanson, devoirs. ouais. J'ai fait mes devoirs. Je connaissais même pas cette chanson de. Ah, elle est bien. Nougaro, tu vois. C'est l'album carrément. Ouais. Donc qui c'est qu'on a le plaisir d'avoir qui autour de la table? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu peut-être? Mais du coup, moi, tu veux juste le prénom? Je m'appelle Alex. Écoute. Ouais. Lex vient de plus, tu vois, plus côté de la mer, c'est pour ça qu'il y a l'accent. Ouais, D'accord. Ouais. donne. Tu nous viens d'où, Alex? Putain, on se croirait on se croirait dans une télé-réalité. Tu nous viens d'où, Alex? Est-ce que tes parents sont dans la salle? Arnaud de Toulouse, alias Bjorn, Voilà, il y a des... qui veut dire. Moi je suis l'ours l'ours des bâtards. D'accord, ouais. Et Alex, du coup, c'est quoi? Tu es quoi comme... Si tu es un animal, Alex? Oh, une loutre, je dirais. Ouais, une loutre, c'est un animal noble. Genre une loutre avec une arme. Enfin, Tu vois les loutres avec un petit canif. ouais. Ouais, mais c'est un peu le comportement typique de... Voilà, c'est un peu le comportement typique d'une loutre. En Ah, mais général, c'est connu, hein, les loutres de Carcassonne, c'est connu. C'est vénère. Les gens pensent que c'est des ragondins au bord du canal. C'est ça. C'est bien des loutres. Et ensuite, on a... On a Thomas et qui est Olaf, de Toulouse aussi. Ouais, Et, pas d'animal particulier. non, Mais t'as pas le choix. pas d'animal fétiche. Animal fétiche. Bah, pour rester sur le thème de la mer, je veux dire le requin. Le requin, ah. Bon, on arrive à sentir un peu les personnalités à travers les animaux fétiches.
Et ensuite, on a le quatrième qu'on ne voit pas à la caméra. Arnaud aussi. Arnaud, ouais, pour faciliter la tâche. Moi, mon nom de viking, c'est Ragnar. Personne qui m'appelle comme ça. Comment on t'appelle? Dis le plus fort. Brakmar. Brakmar, Brakmar. d'accord. Ouais. Mm. Et c'est pour ce que tout le monde pense. Ouais, c'est un terme marin, c'est ça? Exactement. Donc, du coup, Brakmar. si tu étais un animal, tu serais plutôt une anguille. Ou plutôt un boa. J'ai plutôt un boa. Ouais, le couleur de changer. Un boa. Voilà. Pour rester dans la subtilité. Pas du Voilà, tout. exactement. Très Et bien. du coup, comment vous avez déterminé ces noms vikings là, c'est pour le fun? Ouais, c'est parce qu'en fait, dans l'assaut, il y a deux Arnaud, enfin, puis trois Arnaud, donc c'est insupportable. Donc, tu fais automatiquement un nom différenciant et du coup les prénoms vikings sont arrivés assez rapidement, enfin, dès le début, dès 2011, quoi. D'accord, ouais, parce qu'on y reviendra. Ouais, ça fait un moment que vous traînez déjà ensemble. Est-ce que vous étiez amis avant et quelle a été en fait la genèse de votre rencontre et à quel moment vous êtes dit on va fabriquer des dracars ensemble? La genèse de la rencontre, c'est effectivement, c'est vraiment une sorte de copain au départ. Si on prend juste les membres qui sont présents ici, avec Brakmar, nous, on se connaît depuis le collège, depuis la 6e, donc 2003. Et après, avec Arnaud et Alex, on s'est rencontrés quasiment. 2016. On s'est rencontrés en même temps en 2016 à l'IoT Valley, qui est un accélérateur de start-up et un écosystème à Toulouse, à la Belge exactement, là où on est. Donc la Belge, c'est aussi connu et Toulouse pour ses avions, mais la Belge, c'est connu pour Sigfox. Donc il y a une des belles licornes françaises qui fait du 0G, donc une technologie de communication des objets connectés à basse consommation, basse énergie. Et il y a plein de boîtes en fait qui se sont créées autour de ça. Et ils ont créé l'IoT Valley. Et du coup, il se trouve que nous, on a intégré, c'est nos clients, on a intégré cet accélérateur-là aussi avec ma boîte. Et en fait, dans cette aventure entrepreneuriale, j'ai rencontré du coup Alex et Arnaud qui bossaient tous les deux dans cet écosystème donc en 2016. En 2011, pourquoi on décide de faire ça? Donc en fait, on était à ce moment-là, en 2011 avec Arnaud, on était tous les deux en prépa, aussi à Toulouse avec deux autres copains. Et en fait, on a toujours aimé construire des choses ensemble. Et on savait qu'on allait partir dans des écoles d'ingénieurs partout en France. Et donc, on cherchait un projet en commun pour construire quelque chose ensemble avec à la fois un défi technique, mais aussi historique, parce qu'on était plusieurs à aimer l'histoire. Et pourquoi les Vikings? Et donc, le Drakkar. Le Drakkar, parce que c'est l'emblème des Vikings. Et les Vikings, c'est pas une civilisation, mais en tout cas, c'est un peuple qui nous plaît beaucoup par plein d'aspects, parce qu'il véhicule sur le côté pionnier, explorateur, personnes libres qui ont été précurseurs dans beaucoup de domaines. Et le Drakkar est vraiment le bateau le bateau mythique et aussi fantasme de cette population. Et c'est aussi quelque chose qui nous paraissait en fait fabricable après ce qu'on avait déjà fabriqué quand on était plus jeune. On a un lourd historique de fabrication de catapultes, trébuchets, etc. D'accord. Et donc en fait la step d'après qui était fabriquer un Drakkar, ça nous paraissait faisable. C'est un truc qu'on pouvait utiliser, parce qu'on pouvait naviguer avec. C'était pas juste un truc qu'on allait mettre de côté. Et c'est un truc qui était stylé. Et on s'est pas trompé parce que derrière, il y a Game of Thrones et surtout Vikings qui est sorti en 2013. C'est vrai. On était avant-gardiste aussi sur la vibe. C'est intéressant sur un CV, ça, constructeur de catapultes. J'aurais jamais imaginé pu lire ça. Mais d'où est-ce que ça c'est venu, ou d'où est-ce que c'est arrivé? Voilà, j'ai compris qu'il y avait une passion un peu liée entre l'histoire et puis les défis techniques et de construction. Mais pourquoi comme ça, vraiment mettre ça en application? Vous avez eu des occasions d'exposer ces constructions-là, ou? Les gens, ils cherchent beaucoup de. C'est rigolo, les gens, ils sont toujours, à chaque fois qu'on se fait interviewer, c'est pourquoi vous avez fait ça, c'est quoi la genèse et tout. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte. À la base, ce qu'a dit Thomas, c'est une bande de potes qui kiffent construire des trucs et partir en expédition avec. Ça, c'est la base. On allait y venir, ouais, on allait y venir justement. On voulait vraiment situer pour ceux qui écoutent, justement, pour savoir d'où ça sort ce projet. Mais on allait y venir, ouais, pourquoi vous ensemble et qu'est-ce qui match entre vous, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous kiffez partir ensemble? Ce qui a matché, tu vois, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. Ce qui a matché, on l'a compris au fur et à mesure de l'aventure. Et aujourd'hui, on arrive à mettre des mots dessus. Et c'est pour ça qu'on parle des Vikings, parce que c'est un peuple qui était tout sauf des barbares. Et on aime beaucoup s'assimiler un peu à eux, tu vois, dans le sens où c'est des mecs, si tu veux, n'importe qui peut venir et faire ses preuves. Il n'y a pas besoin d'avoir fait telle école ou d'être machin.
C'est juste, viens, montre-nous que tu peux le faire et fais-le. Et c'est ce qui représente aussi, tu vois, le collectif Les Bâtards, c'est ce qu'on aime faire. Les Vikings, ils étaient, tu vois, genre, un exemple qui est trop ouf, c'est que ils pratiquaient déjà la parité sur leur bateau, tu vois. Ils excluaient pas les femmes, etc. Et donc, du coup, ça, c'est des valeurs que nous, on retrouve dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a construit. Ah ouais, en fait, on voit qu'il y a vraiment une synergie d'abord qui est en premier lieu humaine, donc vraiment un lien qui vous unit à tous autour d'une thématique, autour d'une passion. Et puis après, il y a l'apport des compétences. On le voit, par exemple, j'ai vu un petit peu sur votre site là, que vous avez fait un appel. Si tu veux rejoindre l'équipe, qui que tu sois, quelles que soient tes compétences, en fait, tu peux venir, quoi. En fait, c'est aussi des valeurs que vous voulez apporter à ce projet. Exactement. D'accord. On a démarré en étant étudiant, donc on n'avait pas d'argent. On était aspirant ingénieur à ce moment-là, donc on ne peut pas dire qu'on avait officiellement la compétence ou la prétention de dire on sait construire des bateaux, etc. Mais juste en fait des personnes qui étaient hyper curieuses, qui avaient soif d'apprendre et de mettre en pratique. Et surtout, on a toujours pas, mais on n'avait pas à ce moment-là de hier ou de préjugés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que nous, on pouvait le faire en fait. On s'est pas dit non mais il faut faire tant d'années d'études, prendre de l'expérience et après peut-être qu'on pourra fabriquer un dracard. On est allé au musée de Roskilde, qui est un musée extraordinaire qui est à côté de Copenhague, où eux ils restaurent des dracars qui ont été coulés autour de l'an 1000 et récupèrent dans le fjord de Roskilde et les exposent dans ce musée-là depuis les années 50-60. Et à côté, ils ont un chantier naval où ils font de l'archéologie expérimentale, ils reconstruisent avec les techniques de l'époque des dracars de toute taille et ils font un match entre trouver les plans que imaginent les archéologues et eux la construction. On vérifie si ça marche bien ou pas. Et à la fin, ils convergent vers une solution qui était sûrement ce qu'avaient les mecs à l'époque. Et du coup, quand nous, on leur dit, bah voilà, donc eux, c'est vraiment les références dans le monde et c'est les spécialistes. On est 4 jeunes Toulousains, on fabrique un dracard dans notre garage. Et les mecs auraient pu nous dire, non, mais enfin, vous nous faites rigoler. Et non, le réflexe était, il a enlevé la barre de sécurité, il nous a fait un tour VIP de tout l'espace. Et à la fin, il nous a dit, bah voilà, voilà ma carte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi. Et en fait, à aucun moment, ils nous ont pris de haut, ils nous ont dit non, mais ça ne marchera pas. Au contraire, ils nous ont aidé au maximum, ils n'ont eu aucun a priori ou ils n'ont pas jugé sur ce qu'on faisait. Et on est allé les voir en 2017. Et d'ailleurs, ils étaient hyper contents, hyper fiers qu'on soit allé les voir avec notre premier bateau. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous ont beaucoup aidé et qu'ils ont continué à nous aider sur 2018 et aujourd'hui sur notre deuxième bateau qui effectivement marche extrêmement bien. Et du coup, ce qu'on a ressenti auprès de ces gens-là qu'on connaissait entre guillemets pas, ils ont aidé, ils ont transmis et donné énormément de choses et on s'est dit ok, ça c'est vraiment notre philo de ce qu'explique souvent Arnaud en fait on en a rien à foutre de tes études ou de ce qu'a dit le grand maître. On va tester des choses, on va avancer sans a priori et du coup ce chantier, ce projet, on veut l'ouvrir au maximum de personnes pour montrer que c'est possible de faire des choses qui paraissent impossibles. Nous fabriquons le dracard le plus rapide du monde à traverser l'Atlantique alors qu'on n'est pas construction navale à la base. Et du coup, on va faire ça avec tout le monde. Et donc, toi, tu as été boulanger, mais tu es fan de bateau ou juste, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu as envie d'apprendre, tu as envie de donner un coup de main, bah, tu viens et on va te former sur les différentes tâches. Effectivement, tu ne vas pas arriver et puis commencer à installer l'acquis, c'est sûr. Mais par contre, si tu as envie d'apprendre, si tu es curieux, et bah, nous, on sera les premiers à récupérer cette bonne volonté et à te donner un maximum de choses, quoi. C'est vraiment le concept complet de ce chantier naval, d'avoir un truc participatif. Et que tu puisses participer à la construction, que tu puisses participer à tout ce qui se fait autour et participer aussi, bien sûr, à l'expédition, même si tu n'es pas marin à la base, quoi. C'est incroyable, ouais. Parce que vous faites déjà 2 expéditions en 2017-2018, c'est ça? On a fait une expédition en 2017, on a fait une expédition en 2020. Ah, 2020, ouais, c'est ça. Et en 2021 aussi en Norvège. D'accord. À chaque fois, du coup, que vous faites du coup un dracard, donc là, ça va être votre 3e, c'est ça, Orkan? Exactement. Qu'est-ce que vous faites des 2 premiers? Du coup, vous les gardez, vous les entreposez, puis vous faites des petites sorties de temps en temps? Je ne sais pas si vous avez ça au Québec, mais on a un truc qui s'appelle Le Bon Coin en France. Arrête. Incroyable. Tu le vends? Ouais. C'est le bon coin. Ah ouais? Non, nous, ça s'appelle Kijiji. C'est le bon coin, là. Non, ça s'appelle Kijiji. Kijiji, tu veux mon petit dracard, là, tu le veux, mon petit dracard. C'est comme ça que tu le vends après. Le FIR, là, il est en vente à 1 million d'euros, si vous voulez, là, si vous avez des copains qui sont intéressés. Ouais, incroyable. Source de financement, c'est malin. Franchement, ouais. Et puis après, on le met à l'effigie du Dieguichot. On le met à l'effigie du Dieguichot. Je pense qu'on peut faire un crowdfunding pour nous financer un dracard.
Ah bah, 1 million crowdfunding, va falloir y aller. Hein. Mais en Mais vrai, vous comme ça, le- on va les rejoindre au Canada, comme ça après. Ah, mais il C'est la pourrait traversée. passer C'est la dire bonjour. traversée. Je sais pas si tu sais bien ramer, toi, Milo, mais moi, je suis pas terrible. Hein. Je suis pas Ah, très fort. t'inquiète. Je rame, je rame. Et ouais, du coup, pour répondre à ta question, le premier bateau, effectivement, il est stocké actuellement dans notre atelier. Ok. On l'a utilisé pour la mise à l'eau du deuxième bateau que vous pouvez voir sur YouTube, qui est une vidéo, et un show, notre meilleur show qu'on a fait jusqu'à présent, qui est vraiment très très cool. 100 personnes qui se tapent dessus. Mise à l'eau du Batarfir, c'est le spectacle qu'on a monté en août 2019 pour Ouais. la mise à l'eau en fait du deuxième bateau qui est Batarfir. Et donc le premier en fait a été utilisé pour la dernière fois pour cette mise à l'eau, mais on l'utilise plus parce qu'il demande un équipage spécifique. Enfin, c'est pas très agréable à naviguer. Par contre, notre deuxième bateau actuel, Batarfir, lui, effectivement, on navigue dessus tout le temps. Et là, on repart là, dès la mi-mai pour reprendre la saison en mer Méditerranée. Et on repart avec lui cet été en Norvège, quoi. C'est marrant cette idée de donner des prénoms scandinaves à tous vos bateaux. C'est une inspiration d'IKEA, ça vient d'où? Non, en fait, c'est parce que quand on est allé en Islande. Mais il lui répond pas là. Mets les pièces dans son jeu. C'est de l'explication de comment, pourquoi, enfin pas de pourquoi, mais comment on nomme en tout cas. C'était beaucoup moins classe en occitan. Ouais. Parce que fier, ça veut dire frère. Non, ça veut dire mec. Ça veut dire effectivement, ça veut dire jeune homme ou pin. PIN, le bois, l'arbre. D'accord. Un sapin, quoi. Et il se trouve qu'en fait, notre bateau est en contreplaqué de pain. Ah. Donc, Et Orkan, ça veut dire quoi d'après vous? Orkan, j'ai fait. Ouais, j'ai fait. moi, Et j'ai bâtard, composé- ça veut dire batterie, non? Non. ça veut dire- Bâtard, c'est le pain que tu achètes, qui est fait avec une farine différente. Un pain bâtard. Arrêtez de regarder le Wikipédia là. Allez plutôt sur le Wikipédia. Batar, ça veut dire bateau en islandais. D'accord. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous vos bateaux, vous les construisez vraiment de A à Z. Vous allez même chercher les arbres avec lesquels faire les planches, quoi. Vous construisez aussi les machines qui vont servir à faire les planches. Et puis, ça, c'est quand même incroyable de se dire, avec cet arbre-là, on va faire notre bateau. Comment vous êtes vraiment renseigné pour être capable de faire un peu le Orkan, le bateau de la maturité, comme on l'appelle. C'est vrai pour le premier bateau qu'on a fait. Hein. C'est-à-dire que là, effectivement, couper les arbres. On avait trafiqué notre tronçonneuse pour pouvoir trancher des planches dans les troncs qu'on avait coupés. Donc, c'est ce qu'on appelle une gruminette. Et donc, on avait fait toutes nos planches et on avait monté toutes nos planches comme ça sur le bateau. Le deuxième, on n'a pas fait ça. Hein. Le deuxième, c'est que du contreplaqué et c'est usiné à la fraiseuse numérique. Qu'on a fabriqué. Okay, On a quand même fabriqué la fraiseuse. Effectivement. Mais c'est pas. Ouais, sur le premier, ça a été la souffrance de couper les arbres et de faire vraiment tout du début jusqu'à la fin. Et on a accéléré le processus. On a fait les choses différemment sur le deuxième bateau, quoi. Mais sur le deuxième bateau, on a quand même des pièces en bois massif qui sont issues d'arbres qu'on a nous-mêmes coupés aussi. Ouais. On a quelques éléments qu'on a gardés en massif, mais effectivement. La seule chose qu'on n'a pas fabriquée, nous, sur le deuxième bateau, c'est la voile. Effectivement, c'est ça. La voile elle vient de Norvège. Parce qu'en fait, il y a des fabricants de voiles en Norvège qui font les voiles de quasiment tous les bâtiments De tous les vikings. dracars, Ouais. c'est ça. Et ils font la voile et tout le cordage, en fait. Et, c'est la seule chose qu'on a acheté finalement et qu'on n'a pas fabriqué nous-mêmes, quoi. Tout Depuis reste, le début, en fait, c'est de A à Z, en fait, depuis le bas, quoi. Depuis le bas, vous avez tout fait vous-même, quoi. C'est ça. J'ai Ça part. des questions sur les techniques de calfeutrage pour la coque. Vous faites comment? Oula, là, ça y est, c'est parti. tu parles pour étanchéifier le bateau, c'est ça? Ouais, là tu parles de planches de contreplaqué en pain. Genre, comment est-ce que vous utilisez quoi comme technique pour calfeutrer, pour étanchéifier le bateau, ouais. Alors historiquement, ils utilisent du tar, qui est un goudron de pain. Et nous, on avait envie du coup d'utiliser des matériaux un peu plus qui avaient beaucoup plus d'avantages. Et donc, du coup, on utilise de l'époxy. Et avec, fibré, oui, parce que moi, le bateau aussi est fibré, mais je parlais juste pour. Donc, on met de la fibre et avec de l'époxy. Et ce qui est bien, c'est c'est pour ça en fait qu'on sait qu'on sera le drakkar le plus rapide du monde. C'est pour ces deux éléments dont vous parlez là. C'est-à-dire que le pain qu'on utilise en lamellé collé, il est plus léger que du bois brut pour une épaisseur plus petite que du bois brut. Tu as les mêmes caractéristiques mécaniques, donc tu en mets moins. Donc, ton bateau pèse moins lourd. Et en plus, l'époxy qu'on utilise glisse mieux sur l'eau. Donc, en fait, on l'a testé avec le FIR
on mettait l'amende, comme il disait Thomas, à tous les autres bâtiments qui faisaient la même taille que nous. D'accord. On sait que là, sur le prochain, vu qu'il va faire 28 mètres de long et qu'il va être fait du coup sur les mêmes principes, ben, on est sûr et certain que ce sera le plus rapide du monde. Il y a une autre raison à la résine époxy. Hein. C'est pas juste parce qu'on va plus vite et que ça glisse mieux sur l'eau. Hein. C'est que, en fait, le contreplaqué et l'eau, ça va pas trop ensemble. Ouais, c'est le réflexe que j'ai eu. Ouais. Donc en fait, c'est comme si on l'avait plastifié finalement. Enfin, C'est ça. Ok. Est-ce que le fait d'avoir déjà fait 2 bateaux, ça vous a apporté vraiment des choses, et par exemple des erreurs à pas refaire, et que là vous êtes sûr que sur ce 3e, vous allez pouvoir vraiment être optimal? Clairement, je pense que déjà, pour donner un exemple de comparaison, le premier bateau, ça nous a pris 5 ans à le faire. Il fait 5,60 m par 1,50 m. Le deuxième bateau, on a mis 1 an avec seulement, on va dire, 6 mois de week-end pour un bateau qui fait 12 mètres par 2,50 m. Ah ouais. Voilà, en faisant un x4 en surface, on a mis 6 fois moins de temps. Et pour faire un bateau qui est juste extrêmement performant. Sur ce bateau, en plus, on a fait beaucoup de paris en fait, techniques, notamment sur le matériau, sur le système de lest, sur beaucoup de choses. Et tout ça a été testé que le jour de la mise à l'eau. Tout a marché parfaitement du premier coup. C'est vraiment le projet à tous, le meilleur projet qu'on ait réalisé en termes de défis techniques et de succès. On a fait 99% du premier coup. Il n'y a pas eu un seul problème le jour où on l'a mis à l'eau. Un truc qu'on avait mal fait ou qui n'a pas marché. Quoi. Avant de parler vraiment de l'Orcane et du projet de la traversée de l'Atlantique, est-ce que Thibaut, tu nous proposerais pas des petites questions? Ah oui, ouais, parce qu'on a un fil rouge depuis une émission. On a changé un petit peu. Donc, on fait un petit quiz tout au long de l'émission pour un peu. On essaie de se réinventer un petit peu au bout du 9e. Mais j'essaie de proposer un petit quiz à chaque fois aux participants, aux invités et aux rédacteurs, donc à l'équipe du Diegui Show, aussi à l'équipe de Bonjour Bonsoir. Donc, ce sera notre petit fil rouge. Donc, je poserai de temps en temps, comme ça, il y aurait des petites interludes de culture générale, basées surtout là, pour ce soir sur notre thématique, donc à savoir donc les bateaux, les Vikings, etc. Donc, c'est le Quizos. Il était un petit navire. Donc déjà, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est vous allez choisir, les bâtards, vous allez choisir un... Sinon, on peut faire eux contre nous. Ah oui, au niveau du nombre, si tu veux. Ouais. Vous allez perdre. Vous allez c'est possible, parce que... La loutre de Carcassonne qui marque son retour de manière... assez agressive. Hein. Elle a sorti le canif. Elle est sortie de l'eau. Voilà. Donc du coup, ok, on va faire comme ça. Donc ça va être l'équipe du Diegui Show contre les bâtards dans un duel épique. Je vais commencer par une première question, donc plutôt une question sur un record du monde. Donc on est toujours dans la navigation. Donc il faut dire d'abord son nom avant de commencer. Hein. D'accord. Donc si c'est les bâtards qui répondent, vous dites bâtard, parce que là je ne vous vois pas à l'écran. Et sinon vous dites Diegui Show. Et comment c'est quoi les règles du jeu? Genre si tu réponds mal, c'est le point à l'équipe adverse? Non. Ah, on peut se faire un petit challenge. Ça dépend, c'est entre amis ou on met des sous? Donc du coup, écoute, ouais, on peut faire un petit challenge. Si vous répondez mal, ça évitera d'un peu les saucisses. Vous donnez le point à l'autre. Ok. Du coup, record du monde. Quel est le plus grand bateau de croisière du monde? En service? Oui, en service. Comment s'appelle le plus grand bateau de croisière du monde? Diegui Show. Ouais. Le Costa Concordia. Non. Bâtard. Ouais. Bâtard. Le Queen Marie 2. Non, c'est pas celui-là. Le Costa Concordia qui a coulé. Ils font partie. Le Queen Marie 2 faisait partie des plus grands. C'est pas le Costa Brava là? Non, je sais lequel c'est. Putain. 362 mètres, 47 mètres de large et 60 mètres de haut. C'était le Symphony of the Seas. Ah. Symphony of the Seas. Qui mesure donc 362 mètres. L'outre, c'était ça que tu voulais dire? L'outre. Plutôt, ouais. Symphonie. J'ai hésité avec Balade, mais c'était Symphonie. Ouais. D'accord, impeccable. On va passer à la deuxième question. Allez, qui est un premier point marqué quand même, parce que là c'est un peu mou du genou, quoi. Donc on va parler cinéma. Cinéma, avec quel... Alors cette question est facile, normalement. Avec quel bateau volé à Port-Royal, Jack Sparrow et Will Turner partent-ils à la poursuite de Barbossa? Guillaume Black Pearl. Black Pearl. Non. Non, c'est le... C'est l'intercepteur. L'intercepteur.
C'est l'intercepteur, c'est le point va au bâtard. C'est l'intercepteur. Est-ce qu'ils veulent poursuivre justement le Black Pearl? Ah ouais, j'ai confondu le 2, où il prend le Black Pearl pour poursuivre je sais plus qui. Voilà, donc à la base, il voulait l'intrépide, mais finalement, il s'élance vers l'île de la Muerta avec l'intercepteur. Bon, bravo les bâtards, premier point pour les bâtards. Est-ce que vous voulez faire une question de plus ou on Oui, se laisse... dernière. Petite question pour essayer d'égaliser le Dieguichot. Donc une question écologie. Donc il va falloir me donner un nombre. Donc celui qui est le plus proche gagne le point. Donc les deux équipes vont me donner un nombre et le plus proche gagnera le point. Donc combien d'épaves de bateaux reposent au fond des océans? Tous les océans de toute la vie. Bah, comment ils peuvent savoir? Ça a été compté comme ça, à la louche. Non, je pense que c'est pas un compte rond, en fait, c'est pas un compte précis, Diego. Ah ben, j'imagine. Moi, je dirais bien genre 20 400. Non, c'est sûr qu'il y en a plus que ça là. Ah oui. Ouais, ça doit être un nombre énorme, je pense. Les bâtards, vous avez une réponse? Ouais. Attendez, on n'en a pas encore. Moi, je vous écoute, les bâtards. C'est pas honneur à vous, parce que vous avez perdu le point. Comme vous voulez. Non, mais... Ah, t'as peur qu'il se calque sur vous? Allez, le Dieguichot, allez, on vous écoute. 390 000 du coup. 390 000. Ok, les bâtards? 391 000. Ah. Moi, je pense qu'on est... Alors, le point va arriver aux bâtards juste parce qu'ils sont un peu plus près, mais vous étiez quand même hyper loin. Et il y a 3 millions d'épaves de bateaux qui reposent au fond des océans actuellement. Et après, on vient me faire chier quand je bois dans une bouteille en plastique. Bah écoutez, donc, bien joué à vous. Hein. Ouais, donc ça fait 2-0 là. Il va falloir se remonter un petit peu quand même. Hein. C'est assez triste. Est-ce que, les gars, est-ce que vous connaissez Guirec Soudé, qui lui traverse l'Atlantique en rameur? C'est un gars en fait qui a une poule tout le temps avec lui, qui lui pond des œufs, du coup il peut bouffer et en fait il fait pas mal de traversées aussi un peu farfelues. Bien soudé avec la poule ou quoi? Ouais, bah écoute, je sais pas, tu lui demanderas, mais si on le reçoit un jour. Mais ouais, lui, il a traversé l'Atlantique en rameur. Mais le temps doit paraître long avec juste une poule. Exclusivement. Moi j'avais une question parce que là, 28 mètres, est-ce que vous faites une cale, vous faites des cabines pour vous dormez sur le bateau? En fait, il y aura effectivement une cale, une cale qui va être pas très grosse pour stocker pas mal, surtout le matos et le lest. Après, il n'y aura pas de vraie cabine, ce sera vraiment spartiate. On aura plus en fait de grosses tentes de survie au centre du bateau pour pouvoir avoir des couchages, etc. et les rotations de quart et une cuisine, mais ce sera pas des vraies cabines, ce sera vraiment sommaire, quoi. On reste sur un bateau ouvert, et ça qui est intéressant, c'est que ce qui en fait la traversée va être difficile, mais derrière toutes les personnes qui ont participé à cette traversée, ils ont vécu une expérience incroyable et surtout un vrai diplôme de marin, parce que l'Atlantique Nord dans ces conditions-là, à cabine ouverte, c'est vraiment un vrai défi là. C'est pas vraiment une cabine ouverte, enfin, il faut imaginer. Non, bateau ouvert. Oui, bateau ouvert, oui, pardon. Bateau ouvert, oui. Mais je veux dire, il y aura. Oui, pardon, t'as raison. Ouais. Mais on aura quand même un endroit pour dormir, tu vois, fermé. Mais ça resterait dans une tente, c'est pas une cabine. Oui, ça resterait une tente. Parce qu'en fait, là, pour expliquer un peu, vous allez partir en 2024 et avec du coup 2 bateaux. Alors, il y aura le Drakkar et un autre bateau qui suivra où il y aura à peu près les relayeurs, ceux qui vont, les 15 autres membres qui vont relayer les 15 qui sont sur le Drakkar, quoi. Non, il n'y aura pas. En fait, dans ce bateau-là, c'est le bateau suiveur. Il n'y aura que 3 ou 4 personnes pour l'équipage associé pour le gérer. Son objectif, lui, c'est juste pour des contraintes réglementaires et de sécurité. Il faut qu'on ait un bateau, vu qu'on ait un bateau ouvert, justement, si on a une énorme avarie en mer, imaginons au large de l'Islande, même au large du Canada, à cette période-là de l'année, le temps de survie dans l'eau, c'est 6 minutes. Donc, il faut qu'on ait un bateau qui puisse, dans un rayon de 5 nautiques, pour pouvoir récupérer à tout moment les 30 membres d'équipage quasiment instantanément. Donc, du coup, il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes sur ce bateau-là, parce que sinon, ça limiterait la capacité, la règle numéro 1 de sécurité. Et les personnes qui vont venir, en fait, relayer viendront, en fait, directement par avion sur les différentes escales qu'on fera sur tout le parcours. Ah, d'accord. Ok. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment 15 et 15. En fait, vous avez vraiment 30 dessus, quoi. Ouais. Le nombre exact sera déterminé par le nombre minimum de personnes qu'il faut pour faire un quart. Et ça, on va faire 3 équipes de quart. Et ça, ce sera déterminé par le nombre, ça va être entre 8 et 10. Et c'est le nombre de personnes qu'il faut pour pouvoir gérer le bateau en termes de on monte la voile, on la règle et on la redescend. Et c'est ça la taille en fait nécessaire pour dire c'est un quart, c'est comme ça, tu fais x3 plus 2 personnes. Mais du coup, sur la traversée, vous n'allez pas avoir tout l'aspect tente,
tout ça, vous allez pas l'avoir. Comment vous allez faire? Vous allez vous relayer? Genre la nuit, il va quand même y en avoir qui vont rester de garde. Comment ça va se passer? Ouais, deux quarts. On appelle ça deux quarts. Et on est obligé, ouais. Donc en fait, il va y avoir trois équipes qui vont se relayer. Ok. On va grossir le trait, 3 équipes de 10 personnes qui vont à tour de rôle conduire le bateau et sur 24 heures quoi. Parce que du coup, la plus grande distance qu'on va faire, c'est entre l'Islande et le Canada, entre l'Islande et le Groenland. Il y a 6 jours programmés. D'accord. Sans escale. Donc là, pendant 6 jours, en fait, les quarts vont s'enchaîner entre le moment où tu vas être de surveillance, le moment où tu vas conduire le bateau, le moment où tu vas te reposer, le moment où tu vas bouffer, le moment où tu vas faire de la maintenance, le moment où tu vas dormir et on recommence, quoi. Et donc là, les équipages en fait se suivent pour conduire le bateau pendant ces 6 fois 24 heures, quoi. Ça va durer combien de temps en fait, la traversée vraiment de A à Z? Ça va durer à peu près un mois et demi, 45 jours en comptant les temps de traversée. Mais pas les temps d'escale. Et pas les temps d'escale, exact. Ça va c'est modulo les fenêtres, enfin voilà, les temps d'escale parce qu'on peut rallonger s'il y a des avaries à réparer ou si la météo est capricieuse, quoi. Ils ont quand même parlé d'un truc, c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté. C'est pas con de prendre des poules. Ouais. Surtout, il peut y avoir un gestionnaire de poules dans le bateau de suiveur qui vous envoie les œufs du coup. C'est ça, et puis les poules peuvent faire des quarts. Tu vois, genre, c'est quand même un avantage. À faire, à suivre. Alors, attention aux loutres, parce que les loutres, ça dévore les poules. Ouais, la loutre est le prédateur de la poule. C'est vrai. Et les loutres volent aussi, en plus. Oui. J'ai vu des loutres volent. De 3 mètres. Mais est-ce qu'il y a déjà des expéditions similaires qui ont eu lieu de gens qui se sont dit comme ça, on part faire une grande croisière comme ça en drakkar à cabine ouverte? Est-ce que il y a déjà des antécédents pour vous donner un peu des conseils, même ne serait-ce sur, admettons, l'équipement qu'il va falloir mettre en place sur le bateau? En fait, on collabore pas mal avec l'équipe de Norvégiens qui a traversé l'Atlantique en 2016 à bord du Drakkar Harald Nafø, qui est le dernier drakkar à avoir fait cette traversée. Les premières tentatives, elles datent de juste avant même le début du XXe siècle. Mais du coup, la dernière en date, c'est 2016. Actuellement, le bateau, il est à Mystic Seaport, il est au sud de New York. Et eux, ils avaient fait aussi une petite escale au Canada. Et eux, ils ont le drakkar le plus grand du monde. Il fait 35 mètres de long. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est qu'avec aujourd'hui, nous, l'expérience qu'on a, la notoriété ou du moins le respect de nos pairs qu'on a gagné avec cette communauté qui s'appelle la Viking Ship Family. Donc, ce sont des gens en Europe qui ont des drakkars et qui savent naviguer avec à l'ancienne. Nous, on a l'équipage le plus jeune. Et avec ce qu'on a fait cet été, avec tous les gens qu'on a rencontrés tout au long de nos parcours ou qui nous connaissaient déjà, et ce qu'on a fait, on a vraiment gagné leur respect. Et du coup, on a accès à ces gens-là. Et du coup, on a eu déjà un visio avec le capitaine Björn Alander de ce bateau-là. Et qui, du coup, en fait, nous a donné un maximum de conseils sur comment dimensionner l'écart, les étapes importantes, pourquoi il faut un bateau suiveur, à quel endroit, comment constituer l'équipage, où sont les périodes dangereuses, pourquoi il faut y aller au mois de mai. Ça, c'est pas juste nous qui l'inventons en mode voilà, on a décidé que c'était ça. Typiquement, le dimensionnement d'écart, c'est lui qui le conseille. La fenêtre de tir pour traverser l'Atlantique, c'est lui qui le conseille et c'est le mois de mai parce qu'en fait, c'est là où les vents vont être les plus favorables. Et donc, en gros, il faut que nous, au 1er mai 2024, on soit au nord de l'Écosse. Si on n'est pas à ce moment-là, il faudra reporter d'1 an en fait parce que les vents sont favorables à partir de début mai jusqu'à début juin. Et tu veux pas te traverser l'Islande, le Groenland et le Canada avec des vents contraires. Déjà qu'il y aura, c'est une zone à cette période de l'année qui récupère quand même pas mal de tempêtes, plus la glace, etc. Et le côté pervers de faire cette période-là, c'est qu'il y a toujours de la glace qui vient. Et la glace, ça sera dangereuse si on veut aller vous faire un coucou à Montréal parce que c'est entre le Groenland et le Canada où il y a la glace qui continue de descendre et que tu vois pas forcément. Mais du coup, on a vraiment beaucoup de conseils avec eux et ça, c'est génial, quoi. Notamment sur le fonctionnement, les trucs de sécurité, le bateau, etc. Vous avez des panneaux solaires pour l'électricité ou des mini-éoliennes? On aura sûrement un ou deux panneaux solaires pour les équipements de sécurité. Après, en termes d'électricité, on n'aura pas beaucoup de besoins à bord, mais la propulsion, on va dire,
principale du bateau, hormis la voile, ce sera, ou la propulsion de secours, ce sera électrique, donc des moteurs électriques avec des grosses batteries. Et on aura aussi de base un groupe, pour des raisons de sécurité, il faut doubler, il faut avoir des sources différentes. Et du coup, on aura aussi un groupe électrogène qui est capable à la fois d'alimenter, faire tourner les moteurs électriques, mais aussi qui pourra alimenter en équipement électrique le bateau, enfin les outils, etc. quoi. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ce projet il est participatif d'un point de vue aussi financier, c'est-à-dire qu'on peut vous suivre et vous aider sur un Patreon, mais aussi sur le fait que si toi, aventurier, tu as envie de vivre cette aventure, tu peux candidater à la traversée de 2024. Et parce que voilà, vous allez ouvrir un peu les candidatures aux gens qui voudraient vraiment participer à l'aventure, quoi. C'est ça. Et tu as raison d'insister sur le côté surtout participatif de la construction, parce que la traversée, il n'y aura quand même pas énormément de place. Mais la construction, elle est ouverte, comme il disait Thomas tout à l'heure, elle est ouverte à tout le monde, quoi. Genre, vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, quoi. Juste, tu vas sur bâtard.fr, il y a un gros bouton qui s'appelle Devenir bâtard. Tu cliques dessus, tu nous racontes un peu ta vie et dès que le chantier commence, on fera des appels aux bénévoles pour venir du coup sur le chantier et tout le monde pourra participer à la construction du Drakkar le plus rapidement. D'accord, parce que là, dans l'association, là, vous êtes 4 et dans l'association au complet, vous êtes combien? On est 8, on va dire, cœurs et on est voilà. une centaine de membres. En fait, les bâtards, c'est déjà quasiment 100 personnes qui ont participé à la construction, à tout ce qu'on a fait déjà, quoi. Et voilà, qui ont mis un peu la main à la pâte à un moment. C'est ça, quoi. Donc, on a déjà une communauté qui est déjà qu'on peut solliciter très active. Et là, sur le projet Orcane, il faut qu'on fasse grossir la communauté et grossir le compte en banque. Bah oui, voilà, l'un amène l'autre, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ça me permet de poser une question pour Quentin pour les points. Hop. Attention, là, ça va être... voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un véritable ping-pong verbal, puisque vous allez chacun me dire un exemple. Donc, la question, c'est citez-moi une chanson qui parle ou de bateau, ou de marin, ou dans la thématique. Donc, chaque équipe en donne une, on valide, et on continue jusqu'à ce que la source soit tarie. Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer. Voilà, donc, ouais, ça marche. Face à la mer. Ouais, Calopassi. Calopassi, ouais, je prends. Santiano. Santiano, ouais. Santiano, ça me va. Ratpi World de Booba. Allez, vas-y, je prends. Alain Souchon, rameur. Oui, rameur, ramé. Rameur, exactement. Roma, c'est un fameux c'est 3 Santiano, mois. mais c'est ça. Ah merde. C'est ça, les chakras que j'avais. Mauvaise Santiano, réponse. Ah ouais, c'est... Putain. Bon, vous la laissez, peut-être. Ouais, vous la laissez, bah, c'est... Renaud, dès que le vent soufflera. Je repartira, exactement. On te dit qu'on te la laisse. Dis qu'on te la laisse. Non, mais c'est le game, là, il est lancé. On va le Charles laisser. Trenet, la mer. Là, il en a plein, ouais. Et moi, je me posais une question. Physiquement parlant, on se prépare comment à une telle aventure? Est-ce que ça pousse à la salle? On est de manger surtout des salades, très sain, on fait très attention. On fume pas. Non, là, en fait, physiquement, je vais pas dire que c'est à la portée de tout le monde. Je dis pas ça. Par contre, ça nécessite pas une préparation physique extraordinaire. Tu vois, on va pas faire un trail. Tu vois, genre, parce que les mecs qui font des trails dans la montagne, ils vont. C'est plus, si tu veux, que ça nécessite une préparation sur. C'est plus une préparation mentale de se connaître soi, parce que tout ce qu'il a dit Thomas là, ça fait quand tu l'écoutes, tu dis putain, c'est hyper militaire, machin, c'est hyper réglé. Mais en fait, on passe quand même un super bon moment. C'est juste que ça nécessite une organisation. Et en fait, le plus important sur le bateau, en dehors, il faut un minimum de conditions physiques. C'est surtout pour nous de connaître la limite de chacun. C'est-à-dire de savoir comment les gens vont réagir en situation de stress, quand tout ne se passera pas comme ils veulent, quand ils n'auront pas assez dormi, quand ils seront fatigués, etc. Et c'est là où ça devient le plus dangereux sur le bateau, parce que quand les gens sont énervés, fatigués, machin, ils prennent des mauvaises décisions ou ils n'écoutent pas. Et c'est ça qui est dangereux pour nous. Donc en fait, la préparation physique, oui, on va un peu s'entraîner, mais c'est plus la préparation de… là, tu vois, on n'entraîne pas des champions qui vont faire un trail, on entraîne une équipe qui doit travailler ensemble, tu vois. Donc, c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que tous les gens qui vont monter, enfin, qui vont faire l'expédition,
auront déjà passé au moins 2 semaines avant sur le bateau, en conditions réelles, pour se tester et pour apprendre ses limites, quoi. Ok, parfait. Il y a quand même des filles pour l'instant dans votre asso ou vous êtes qu'entre testostérone là? Non, il y en a et qui ont participé aussi sur les 20, bon, c'est pas le plus grand nombre, mais sur 23 personnes différentes qui ont participé cet été, il y en avait 4 qui étaient des filles, ouais. Donc en tout cas, nous on est pareil, c'est un des conseils de Björn Lander. Son équipage, il était mix quasiment à 50%. Donc du coup, nous ce sera, pareil, avoir le maximum de filles possible. En tout cas, on n'est pas sur un critère de on fait ça qu'entre mecs, etc. C'est vraiment pas du tout notre délire. Jusqu'à présent, la partie construction, etc. a attiré toujours plus les mecs, malheureusement. Heureusement, en tout cas, c'est comme ça. Par contre, sur nos mises à l'eau, on avait la mise à l'eau en 2019, on devait être, à mon avis, sur au moins 30% de femmes. En armure, etc. Donc ouais, on espère en tout cas que, encore une fois, soit ouvert à tout le monde et que s'il y a des filles qui veulent, justement, leur donner cette possibilité où on n'a aucun a priori, surtout dans des métiers manuels de construction, pour venir participer et justement leur transmettre un maximum de choses, quoi. Clairement. On voulait être sûr. Ouais, non, mais si t'es une fille et que tu écoutes le podcast et que tu et que tu as failli dire, si tu es une jeune fille et que tu souhaites rejoindre l'aventure, un peu bâtard et envoie un texto. Rappelle-moi directement. Envoie directement un message à la loutre. Non, mais ça faisait envoie Olaf au 3131. ça faisait un peu petite annonce de lycée Moon, tu vois. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va rajouter un petit peu de peps à cette émission avec donc une question plutôt histoire. On parlait de Scandinavie, mythologie nordique. Qui est le dieu principal de la mythologie nordique? Odin. Oh, on doit dire son nom avant de dire la réponse. Hein. Mélo, Odin. C'est vrai. Mais on va l'accepter, on va le prendre. Odin, bien joué. Bien joué, Il est Mélo. entre autres le dieu des morts, de la victoire et du savoir. Voilà, je sais pas si vous saviez. Mais... Bon, allez, j'ai trouvé une petite dernière question là pour vous départager. Donc, ça va être une question de rapidité. Donc, on rappelle les règles. Hein. Faut balancer son blaze et puis après, on te donne la parole. On rappelle les règles. Donc, attention, c'est une question. Par contre, quand on donne son blaze, monsieur Laloutre, c'est pas une concertation de 10 minutes. Yes. Ouais. J'aimerais qu'on soit pas loin tous pour commencer. On commence un peu à chauffer, limite à se taper, tu vois. Je pense qu'on peut. Ça va partir en rap contenders après. Voilà. Alors, un hors-série du podcast et juste on se fout sur on fait un octogone. Voilà. Un bonus track. Là, sur le on fait des quiz, 5 heures de quiz, premier en sang. Premier en sang. Un bonus track. Allez, donc quelle est la rivière qui traverse New York? Bâtard. Hudson River. L'Hudson River. Donc putain, je savais aussi. Bravo messieurs pour le gain de ce quiz. Bon, en tout cas, les gars, merci d'être revenus dans ce podcast. On espère que vous avez passé un bon moment. On a pu répondre à toutes les questions en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, déjà. Merci les mecs. On vous laisse vaquer. Merci la loutre, merci Olaf. Ouais, merci Arnaud, merci Bjorn. Et Brackmark, on embrasse. Et Brackmark, on embrasse. Parti trop tôt. Malheureusement, parti trop tôt. La bise à tous. Merci la gars et bon courage surtout et bonjour, bonsoir. Et bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ciao les mecs. Nous sommes sur le port, regardant s'éloigner nos invités du jour. Vous imaginez un peu exporter Toulouse à New York, renommer la ville The Pink City, apprendre aux gangs à utiliser putain con comme nouvelle insulte, troquer les donuts contre nos fameuses chocolatines, montrer aux Américains ce que c'est vraiment le Capitole, puis quand quelqu'un prononcerait « Ah, les bâtards !» ce serait pas une insulte. Franchement, tout ça, ça aurait été un peu le pompon sur le Hudson River, vous ne trouvez pas? En attendant, chers auditeurs, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toute l'équipe du Diegui Show et du podcast Bonjour Bonsoir vous embrasse et vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures auditives.